La victoire de Donald Trump aux États-Unis signe-t-elle la revanche du mâle blanc? Après la vague MeToo il y a 8 ans qui signait le triomphe de la révolution féministe, on a vu apparaître petit à petit sur les réseaux sociaux un nouveau phénomène, le masculinisme, porté par des influenceurs hommes et femmes qui mettent en avant une vision assumée, voire même caricaturale de la virilité. Alors faut-il s'inquiéter de ce retour de balancier ou bien faut-il prendre au sérieux au contraire cette crise de la virilité? La différence des sexes est-elle de retour? Faut-il s'en réjouir ou bien le déplorer? On en débat tout de suite dans le club Le Figaroïdé avec mes invités. La crise de la virilité, tel est le sujet de ce club Le Figaroïdé. Pour en parler ce soir, un plateau paritaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Bienvenue à tous les trois. Pierre Valentin, vous êtes essayiste, auteur de Comprendre la révolution woke, paru aux éditions Gallimard. Vous réfléchissez beaucoup à la question de la génération Z et de sa mentalité, vous êtes en anthropologue de la génération Z, et vous avez notamment fondé aussi le média en ligne Transmission, une chaîne YouTube que je recommande à nos téléspectateurs où il y a de nombreux grands entretiens avec des intellectuels. Et votre but justement, c'est de transmettre la pensée des intellectuels à la jeune génération. C'est vraiment un travail de salubrité publique. Bravo pour ce travail. Et merci d'être là. Vous avez aussi publié un article dans Marianne sur ce sujet du masculinisme, notamment à travers la figure dont on va parler d'Andrew Tate, que ne connaissent pas forcément nos téléspectateurs, mais qui est un masculiniste américain. Madeleine Métayer, bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste au Figaro, en charge en particulier des questions autour de la parentalité, mais vous explorez aussi beaucoup de sujets de société et vous avez publié ce remarquable article « Entre sentiment de rejet et volonté de puissance, la galaxie masculiniste face à la crise de la virilité ». Vous explorez un peu ces figures de ce qu'on appelle le masculinisme. On va en parler, vous allez nous expliquer un peu ce phénomène. Ruben Rabinovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, on avait besoin d'un psychologue pour analyser justement ces ressorts de la crise de la virilité. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur la perte d'autorité chez les jeunes et le sentiment de violence qu'il engendre. Et tout ça n'est pas sans lien avec la question de la masculinité. On va bien sûr en parler. Pour débuter cette émission, je voudrais qu'on entende un extrait d'un influenceur masculiniste en quelque sorte, qui s'appelle Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et de Meta, qui a pris la parole récemment. Alors il a dit qu'il allait abandonner le fact-checking sur les réseaux sociaux, mais il a aussi pris la parole chez Joe Rogan, un youtubeur américain, pour parler de la question de la masculinité et de la manière dont il percevait cette question aujourd'hui. On va l'écouter et vous allez réagir. The kind of masculine energy, I think, is good, and obviously, society has plenty of that. But I think corporate culture was really like trying to get away from it, and I do think that there's just something. It's like I don't know. All these forms of energy are good, and I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more has its own merits. Pierre Valentin, comment vous percevez ce revirement de Mark Zuckerberg qu'on avait plutôt l'habitude de voir comme un gentil geek un peu effacé, qui était assez progressiste et qui là se révèle comme un apologiste de la masculinité? Est-ce que ça traduit un changement de culture aux États-Unis qui est à souligner? Alors c'est tout à fait possible. Avant de parler de ça, je pense qu'il y a un élément contextuel à garder en compte qui est une part d'opportunisme assez important. La tech, que ce soit Twitter ou Facebook, était du côté des démocrates quand les démocrates étaient au pouvoir et désormais a l'air de re-rentrer dans le sillon, dans le giron des républicains, maintenant que ce sont les républicains au pouvoir. Donc il faut toujours garder ça aussi en tête, comme quoi le pouvoir politique a également une influence culturelle. On dit que la culture influence la politique. Là je pense que c'est la politique et l'élection de Donald Trump qui influence un peu la culture aussi. Ensuite, oui, en effet, il y a une crise de la masculinité plus largement. Et un élément qui fera le lien avec Zuckerberg, c'est que, historiquement, la force physique des hommes avait une utilité sociale assez importante. Les guerres étaient fréquentes, donc on ne se posait pas la question dans un contexte de guerre à quoi servaient les hommes, parce que la réponse était assez évidente. Et avec l'effondrement, certainement malheureusement temporaire des guerres, dans notre environnement très immédiat, disons, qui menace de revenir, la question de la force physique a perdu son utilité et donc il y a une crise de
à quoi servent les hommes, et quel est leur élément différenciant par rapport aux femmes. Et là-dessus, c'est dans cette optique-là qu'il faut lire, je dirais, la fascination anglo-saxonne, mais désormais française, comme souvent, pour la musculation dans les jeunes générations, et notamment les jeunes hommes. C'est-à-dire qu'un retour à la question de la force physique. Oui, d'ailleurs, Zuckerberg lui-même s'est mis aux exactement. arts martiaux. C'est pour ça que je voulais en parler. Il y a quelques années, donc je pense que son revirement, d'ailleurs, vient peut-être de plus loin. Il n'y a pas seulement un opportunisme. Je pense qu'il a changé d'avis il y a quelques années, et il s'est autorisé à le dire en public une fois que Trump avait été élu. Et donc une fascination pour le corps, ça peut aller très loin dans le cas d'Andrew Tate, où là c'est un éloge de la force quasiment pure et dure et de l'écrasement du plus faible et de la domination et tout ce qu'on veut. Mais il y a vraiment un phénomène de masse de bodybuilding, musculation, performance, avoir un corps plus puissant, plus performant, qui illustre une part de cette crise de la masculinité en réponse à l'effondrement de l'utilité sociale de la force physique sur le siècle dernier. Madame Métayer, vous avez consacré un article donc sur cette galaxie masculiniste. Est-ce que c'est un phénomène américain ou c'est un phénomène aussi qu'on retrouve en France et comment vous définiriez cette espèce de mouvement masculiniste ? Avec beaucoup de difficultés d'abord, et c'était bien le point de départ de l'article en fait. Mais d'abord, et je vais vous répondre premier, je voudrais peut-être nuancer ou compléter un peu ce que vient de dire Pierre Valentin à propos de Mark Zuckerberg. Des observateurs font remarquer que dans son cas, c'est peut-être pas tellement un revirement opportuniste, même s'il l'est sans doute aussi, mais également un retour aux sources. On parle de l'homme qui a créé Facebook pour pouvoir noter à Harvard le physique des filles. D'abord, au début, c'était simplement ça, c'était inscrivez-vous et comme ça, vous pourrez mettre. Et on va voir à quel point ce système de notation est aujourd'hui extrêmement présent dans la galerie masculiniste, pour pouvoir leur mettre des 4 sur 10, des 5 sur 10, des 6 sur 10. Et aujourd'hui, dans la galerie masculiniste, et c'est devenu contagieux, c'est-à-dire que des gens qui ne savent même pas d'où vient cette idée, des adolescents, mais peut-être même vos maris, vos fils, si vous leur dites cette fille, tu trouves que c'est un 7 sur 10 ou un 9 sur 10, vont tout de suite savoir à quoi vous faites référence. Voilà, et donc et bien sûr, il y a eu cette influence des arts martiaux qui date de plusieurs années chez lui. Et ce qui m'avait fasciné dans le cas de Zuckerberg, c'est qu'il avait commencé à manifester une admiration pour Donald Trump qu'il ne manifestait pas quand Donald Trump était au pouvoir. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une question d'épouser en fait la personne à la tête de l'État, plutôt de sentir le vent de l'époque. Et il a senti que le vent de l'époque tournait au moment de la tentative d'attentat contre Trump. Il y a une vidéo dans laquelle on voit dire « c'est très américain, il n'y a rien de plus américain que ce président qui se relève et qui en fait tend le Rien de plus masculin aussi peut-être. Rien de plus masculin, oui, peut-être. Il n'y a rien de plus pionnier, il n'y a rien de plus... l'homme se bat contre l'adversité, donc américain. Et là, on pourra dire, et c'est pour ça que je réponds à la question de la définition de cette façon, on peut dire que ça a eu un sens d'abord aux États-Unis, parce qu'effectivement, la question de la brutalité et de la force a encore beaucoup d'importance dans ce territoire, finalement très marqué par l'abruptité des territoires, enfin des paysages, je dirais, dans lesquels avoir une grosse voiture, c'est pas juste une démonstration matérialiste, mais c'est aussi une façon de parcourir ces très grosses routes, voilà, très bêtement. Et aujourd'hui, le Larousse définit le masculinisme comme plutôt une idéologie nord-américaine, mais ils sont bien en peine, en fait, de lui donner des contours un peu précis. La définition fait 5 lignes, je vous déconseille totalement d'aller la lire, c'est laborieux. Voilà. Ruben Raminovitch, vous qui observez de près notamment les jeunes hommes qui peut-être se confient dans votre cabinet, est-ce que vous avez le sentiment que ça existe le masculinisme et que c'est un peu un retour de bâton après une révolution féministe qui a quelque part déstabilisé la définition qu'on avait de l'homme? Moi, j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas prendre les choses en silo. C'est-à-dire que s'il y a une crise du masculin et de la virilité, il y a nécessairement une crise de la féminité. Et inversement. C'est-à-dire que ça marche en polarité, en fait. Et à certains égards, il y a aussi une crise de la féminité. Et que les hommes, ou les jeunes hommes, ou les jeunes garçons peuvent parler dans le cabinet de la difficulté de savoir ce que c'est qu'être un homme, mais pas moins les femmes et les jeunes femmes et les jeunes filles. Comme vous le disiez en ouverture, la crise, elle est en fait surtout celle d'une crise de la différenciation sexuelle. Qu'il y ait des changements culturels, historiques, de ce que c'est que la représentation de la virilité ou de ce que c'est que la représentation de la féminité,
c'est un béaba de l'histoire. Je veux dire, à la cour d'Henri III, les hommes mettaient des bijoux et du maquillage. Au XVIIIe siècle et encore au XIXe, on considérait que c'était une marque de virilité, un homme qui pleurait. Je veux dire, ça bouge, c'est très émouvant. Mais la question, elle est plutôt, quand disparaît la polarité, alors les choses deviennent très compliquées. Et par ailleurs, ce que je dirais, c'est que, comme vous le disiez, on met derrière, me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste de la question, mais on met derrière le masculinisme des choses très diverses, et même, je voyais les figures un petit peu qui étaient citées dans votre article, qui sont des figures très différentes. Vous avez, ou de Pierre Valentin, vous avez Tate, qui est on va en parler. Andrew Tate, qui est je ne sais pas comment le décrire, mais une sorte de youtubeur masculiniste qui représente, on va dire, la caricature absolue du masculiniste extrêmement violent. Il est converti à l'islam, il faut le dire en plus. Il a une vision très rétrograde de la femme. Il envoie des misogynes lui-même. Lui, voilà, il assume sa misogynie et il est extrêmement populaire, suivi sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout un micro-phénomène, c'est quelque chose de très très important. Et donc, je vous laisse poursuivre. Non, j'aurais pris deux exemples un peu phares qui étaient Tate, et j'y reviens d'une seconde, et une figure comme Peterson. Jordan Peterson, qui est lui un professeur d'université. Tate, c'est une représentation de la virilité qui est celle du gangster tout-puissant. Je veux dire, il vient mettre en pseudo-concept ce qui est l'idéologie du gangsta rap depuis 30 ans. Je veux dire, dont on parlait pas trop parce qu'il y avait un respect pour la licence poétique. Enfin, je veux dire, ça bouge pas fondamentalement. C'est un peu comme Alain Soral en France, on pourrait dire. Oui, quelque chose, oui. Les accusations de proxénétisme en plus. Oui. De Soral ou du gangsta rap? D'Andrew Tate, qui est poursuivi en Roumanie pour proxénétisme et viol en réunion. Oui, et de ce point de vue-là, moi je pense que c'est important d'attraper ces questions-là de manière générationnelle. Générationnelle, je veux dire d'engendrement générationnel. Je veux dire, en liquidant le patriarcat, on a liquidé la fonction paternelle. Et donc, si vous voulez, les pères ne sont plus, dans les figures paternelles, sont, je dirais, au pire des sales types, au mieux des pauvres types. Et donc émergent, si vous voulez, des figures, en fait, je dirais, de grands frères caïds, que ce soit dans le caïdat de banlieue, que ce soit manifestement dans le petit prolétariat blanc dégénéré, ou dans d'autres figures encore, qui sont des figures qui ne sont pas du tout des figures de père, mais qui sont des figures de frères initiateurs en criminalité, de frères pervers, concrètement, et qui, de ce point de vue-là, ne sont pas, si vous voulez, des représentants ou des passeurs des commandements de la loi et de l'initiation à une loi commune, mais des pousses au jouir sur le fric, parce que c'est à peu près toujours, c'est ce que Michel appelait les golden boys des bas-fonds. Ouais. Je veux dire, vous avez les héros de Bret Easton Ellis, qui sont des traders apathiques, sans foi ni loi, sans culpabilité, d'une cruauté sans borne, et vous avez soit du Tate, soit les idoles de la chanson rap. Mais je veux dire, si vous voulez, c'est les deux mâchoires qui viennent broyer ce que c'était qu'être un homme. Pierre Valentin, vous êtes d'accord avec cette idée que le frère a remplacé le père quelque part dans notre culture? On a détruit le patriarcat au profit peut-être d'un fratriarcat, je ne sais pas comment on appellerait ça. Oui, c'est une idée très intéressante et ça se vérifie plutôt dans l'analyse justement de la génération Z, dont la naissance commence à partir de 95 globalement dans le découpage qui est souvent fait, qui est que avec la disparition d'une autorité morale commune dans un monde plus polarisé et fragmentaire, la tyrannie de la morale d'antan, entre guillemets, en tout cas telle qu'elle est perçue aujourd'hui, est remplacée par la tyrannie de la foule horizontale. Donc là-dessus, on a un peu la même idée de la disparition du père, qui donne du poids au grand frère, en quelque sorte, qui est, disons, l'influence de la mode et des courants, plutôt que l'influence d'un père, d'un vrai, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs intéressant, parce que dans le phénomène Tate, il y a tout un aspect de développement personnel également, qui est prenez, par exemple, il conseille de prendre 2 cafés le soir avant de s'endormir,
parce que... Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Sauf si vous voulez travailler, mais qui est que ça ferait doubler le battement cardiaque, et donc ce qui est vrai, a priori. Ce qui a l'air vrai dans son cas. Oui, et donc vos 4 heures de sommeil se transforment en 8. C'est à peu près le raisonnement qui est tenu. Mais pourquoi c'est intéressant ? Me semble-t-il, on est face à un paradoxe très passionnant sur cette génération, qui est que c'est très objectivement, sur plusieurs critères, la génération la plus individualisée qui soit. Ouais. Dans les prénoms, dans la façon de s'habiller, dans le contenu. C'est-à-dire qu'avant on avait le JT que tout le monde regardait, maintenant chacun a son podcast, etc. Et le paradoxe qui en sort, c'est qu'on a une génération qui a 2 désirs très puissants, l'une d'entre elles qui est ce qu'on pourrait appeler une addiction aux déresponsabilités, c'est-à-dire une addiction aux explications qui déresponsabilisent l'individu du fardeau d'avoir à gérer sa vie. Donc ça peut être, dans le langage psychologisant commun, le traumatisme, c'est pas de ma faute, j'ai un trauma, je n'y suis pour rien. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Dominique Pellicot a essayé de se défendre comme ça, essayé de se défendre en disant j'étais traumatisé plus jeune, ça n'est pas de ma faute, parce qu'il faut arriver à trouver un langage pour se déresponsabiliser. Dans le présent, c'est les explications systémiques, c'est pas de ma faute, c'est le système. Et en invoquant l'avenir et l'apocalypse, écoutez, maintenant que l'apocalypse nous tombe dessus, on n'est plus responsable de rien. Et deuxième type d'argumentation autre que l'addiction à la déresponsabilité, c'est une soif d'orthopraxie, qui peut se trouver dans la question de l'islam. Orthopraxie, c'est-à-dire de règles de vie. C'est ça, de règles de vie beaucoup plus corsetées et épaisses, ce qui, pour une génération, encore une fois, très individualiste, est contre-intuitif. Normalement, ils sont contents d'aller se chercher, de se créer leurs propres règles, et là, d'un seul coup, ils attendent une sorte de gourou. Il y a le phénomène des sectes dans les années 90, qui se sont plus virtualisées qu'elles ont disparu, en réalité, avec la figure de Soral au début des années 2000, qui a pris ce rôle-là, et ensuite Tate et d'autres, qui viennent donner à des jeunes qui sont avides de ça, des recettes de vie de A à Z sur quoi manger pour être fort et beau et musclé, comment dormir, prenez du café, comment devenir riche comme eux, etc. Et donc c'est fascinant de voir que la génération la plus individualisée et émancipée a priori a une soif de déresponsabilité et une soif d'orthopraxie, ce qui est tout l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer. Et je pense que c'est impossible de lire la crise actuelle de la virilité et le phénomène Tate sans mettre ces 2 éléments de contexte en arrière-fond. Madame Métayer, je lisais récemment le livre de Jonathan Haidt, Génération anxieuse, qui est un livre absolument fascinant sur la manière dont les réseaux sociaux ont transformé la jeunesse et ont répandu des maladies mentales, notamment chez les jeunes de cette génération que vous décrivez. Et il dit qu'il y a un impact différent des réseaux sociaux selon qu'on soit un homme ou une femme. Chez les femmes, ça va créer davantage de dépression, de comparaison sociale, de souffrance intime. Et chez les hommes, ça va créer une addiction à la pornographie, un repli sur soi, sur les jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que ces réseaux sociaux ont joué un rôle dans cette naissance du masculinisme, sur cette exacerbation d'un nouveau type de masculinité ? Effectivement, je recommande aussi la lecture de ce livre. C'est un pavé, mais il faut piocher quelques pages. C'est très bien fait. Vous disiez dans votre introduction tout à l'heure que le masculinisme était un phénomène nouveau. En fait, ce qui est vraiment nouveau, c'est sa massification et la révélation de cette idéologie comme quelque chose de supposément neuf. Finalement, il y a toujours eu comme ça des discours d'hommes frustrés, de personnes qui viennent expliquer qu'ils ont été lésés quelque part et que c'est tout un système en fait qui se joue contre eux et qui, plutôt que de dire je vais le critiquer parce que tels aspects me paraissent peut-être pouvoir être mis dans le débat public, se disent non, je suis une victime et donc dans mon coin en fait je vais mâcher ma rancœur jusqu'à éventuellement développer une idéologie violente. Donc pour moi c'est très important de mettre des gradations et de pouvoir expliquer qu'effectivement on passe d'un discours à un autre, mais tout n'est pas un gros sac. Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dedans ? Évidemment, en fait, c'est là pour le coup le raisonnement en fait du petit commerce est le bon. On ne peut que s'attendre à ce que la consommation d'heures d'écran passées 3, 4, 5, 6 heures avec des enfermements dans des bulles, c'est-à-dire des espèces de couloirs dans lesquels les jeunes sont. On a vu qu'il y a eu une augmentation, si je ne me trompe pas, en quelques années au moment du confinement de 167% de l'utilisation du filtre, par exemple Instagram, qui donne la possibilité aux jeunes femmes, peut-être que le chiffre est bon, mais en tout cas le pourcentage est plus ou moins similaire, du filtre Instagram qui leur permet en fait d'augmenter, selon elles, la beauté de leurs traits physiques.
Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les jeunes filles, comme ça, se regardent et voient à quoi elles pourraient ressembler dans une vie idéale. À la fin, quand vous éteignez votre téléphone et que vous vous retrouvez devant votre miroir, comment ne pas être désespéré ? Et donc, chez les garçons, on a remarqué qu'au-delà d'un certain nombre d'heures d'utilisation, c'est toujours la même chose. Ça paraît hyper banal, mais en fait, c'est pas l'usage, ou plutôt, c'est pas le média, c'est l'usage. Attention, c'est pas jouer à Fortnite qui est mauvais, c'est jouer à Fortnite plus de 3 heures quand vous voyez plus vos amis, que vous ne lisez plus, que vous n'êtes plus capable de tenir une conversation sur le monde réel. Voilà, cette espèce de décrochage qui fait que vous avez l'air de vivre dans un monde parallèle. À partir de là, évidemment, vous vous racontez des histoires. Vous vous racontez des histoires, chacun dans son coin, mais les mêmes histoires. Ce qui donne l'impression comme ça qu'il peut y avoir toute une bande de jeunes hommes armés intellectuellement de la même façon, voilà, isolés, et pourtant qui pensent de la même manière. Et c'est très, très étonnant. Il y a une étude qui a notamment révélé que chez les incels, je fais un point vocabulaire, ce sont les célibataires involontaires. Voilà, c'est une communauté de frustrés sexuels, donc souvent des profils qui ont peu de succès auprès des femmes, pourrait-on dire, et qui cherchent des raisons à ce manque de popularité. Eh bien, une étude a montré que chez les incels, il y avait une tendance, il y avait une représentation accentuée des autistes. Et les autistes ont en fait une attirance plus forte pour les écrans. À partir de là, oui, tout est lié, mais c'est important de dire comment c'est lié. Pas parce que vous consommez plus d'écran, c'est aussi peut-être ce que vous allez y chercher. Pierre-Valentin, la question, on voit qu'il y a un peu des figures de geeks effectivement dans cette espèce de figure masculiniste, notamment le rôle des jeux vidéo aussi parfois qui peuvent, avec des communautés très masculines autour des jeux vidéo. Quel lien vous faites, vous, entre cette crise, c'est ce masculinisme et cette question de la tech, des jeux vidéo, de cet univers virtuel ? Non, c'est un sujet très, très important. On pourrait dire que les deux éléments qui faisaient le cœur de la vie des jeunes hommes jadis, qui était l'aventure et la conquête amoureuse, se sont virtualisés. L'aventure par les jeux vidéo et la conquête amoureuse par la pornographie. Ce qui, dans les deux cas, a le point commun d'être moins risqué. On prend moins de risques, on est seul chez soi. L'aventure numérique, c'est quasiment une antinomie. On peut mettre sur pause quand on veut, tandis que si on va vraiment, je sais pas, gravir l'Himalaya, si on change d'avis à mi-chemin, on s'est quand même un peu engagé. Et ce qui est intéressant avec l'ouvrage de Haidt sur la génération anxieuse que vous avez cité, qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a quelqu'un qui est à la fois libéral et athée. Alors, athée, il n'est pas anti-religieux, mais il a une passion pour les sagesses ancestrales, mais néanmoins athée, qui termine son ouvrage en prenant deux choses. Premièrement, des interdictions massives transnationales sur l'usage des écrans chez les jeunes. Là-dessus, il n'est pas sur une posture libérale jusqu'au bout en disant laissons le marché décider. Là, il faut tout interdire. Je crois qu'il bloque à 16 ans l'usage des réseaux sociaux. Enfin, il est vraiment très très loin, avec que 3-4 mesures. Et ce libéral athée, deuxième pan de solution, mais qui est un peu plus incantatoire pour le coup, c'est une sorte de retour de la religion commune et se remettre à pratiquer les rites de passage, plein de choses. Shabbat numérique. C'est ça, un Shabbat numérique, des choses qui ne se décrètent pas facilement comme ça par le haut. Et je trouve ça assez, déjà, tout à son honneur, parce que c'est assez humble et lucide par rapport à ses convictions, disons, initiales. Et en même temps, il y a une sorte de vertige qui est ces choses-là ne se commandent pas par le haut. Et en ayant perdu le jour du repos, qui au moins obligeait les croyants à s'émanciper de toutes ces dynamiques-là, au moins un jour, et au moins quelque chose d'au-dessus de ces tendances sociétales, maintenant il ne reste plus que les jeux vidéo et la pornographie pour les jeunes hommes. Et je pense que là-dessus, on ne mesure pas encore l'ampleur de ces conséquences. Ruben Rabinovitch, est-ce que vous voyez, vous, cet impact du virtuel à travers la pornographie et les jeux vidéo sur la jeunesse aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que ça joue dans cette crise de la virilité ? Oui, moi j'irais même jusqu'à attraper la question du virtuel sur les applications de rencontres. Les applications de rencontres. Oui, c'est-à-dire que je crois que j'étais tombé moi aussi sur une étude, je ne sais plus laquelle, qui racontait qu'en 95, 0,6% des rencontres se faisaient par Internet, et qu'aujourd'hui, en 2024, c'était 60%. Ouais. C'est quand même des tremblements anthropologiques absolument inouïs en l'espace de 30 ans, en fait. Ouais. Je pense que avec ça et avec ce qu'on a appelé la révolution sexuelle,
Ce qui s'est surtout produit, parce que moi j'ai tendance à penser qu'il y a une crise de la relation tout court, en fait, de tout ce qui est une relation aujourd'hui. Relation homme-femme Relation homme-femme, relation tout court. Enfin, le début des relations. Parents contre relations, parce qu'on continue de se rencontrer. C'est ce que Illouz appelait les relations négatives, en fait. C'est-à-dire que les êtres humains ne savent plus entrer et ne savent plus sortir, d'ailleurs, des relations, en général. Juste d'un petit mot, mais... et d'ailleurs, je continue sur Illouz parce que c'est une femme tout à fait remarquable. Eva Illouz. Eva Illouz, qui est une sociologue d'inspiration marxiste. Et Illouz dit, féministe marxiste, Illouz dit qu'une des caractéristiques de la révolution sexuelle, c'est l'intériorisation par les femmes de la sexualité masculine. De la sexualité masculine. Tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. C'est qu'en fait, le féminisme radical, ou le dernier féminisme, a été surtout celui-là, en fait. C'est-à-dire que les femmes ont disjoint désir et amour, ont disjoint tendresse et sexualité. Et qu'en fait, elles ont comment. C'est-à-dire que la libération était essentiellement une intériorisation de la sexualité masculine. Mais ça a des effets sur la sexualité de tout le monde, sur les femmes, sur les hommes et sur la relation entre les hommes et les femmes. Juste d'un dernier mot, mais le christianisme a inventé l'amour, comme aurait dit Rougemont. Je veux dire, c'est la naissance de l'amour. La naissance de l'amour de l'amour terrestre, dans le sens de ce que la carte du tendre, l'amour courtois, c'était l'idée que les femmes étaient là pour domestiquer les pulsions masculines. Les hommes, ils devaient attendre, ça n'arrivait pas tout de suite. Et puis, ils devaient passer des épreuves pour montrer qu'ils les méritaient. C'était la noble dame et le pro-chevalier. Bon. Ce modèle-là, vous l'avez jusqu'à Titanic. Je veux dire, c'est un imaginaire qui a parcouru l'intégralité de la littérature, de la mythologie, de la culture occidentale, de l'invention de l'amour, jusqu'à des derniers blockbusters américains. Or, l'affaissement du christianisme, me semble-t-il, a eu aussi cet effet-là. C'est-à-dire que les femmes ne sont plus les porteuses de cette domestication-là. Et que l'idéal amoureux porté par le christianisme est pour une part, jamais totalement, mais est pour une part à terre. Et donc ce dont parlent beaucoup les jeunes hommes et les jeunes femmes, enfin, ou les hommes et les femmes quand ils racontent un petit peu leurs difficultés, c'est cette déperdition-là. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'hommes désormais, et des femmes qui le disent de manière un peu plus poétique, mais la sexualité qui était du côté de la culpabilité, elle est désormais du côté de la performance. La performance. Et ça, c'est des bougées, évidemment, tout à fait majeurs. Peut-être juste un point sur la difficulté à faire des relations. Je pense que c'est fondamental. On a une culture qui sacralise la notion d'indépendance et criminalise la notion de dépendance. Et d'ailleurs, toute une partie des psys, dont aucun n'est autour de cette table, voit dans toute relation déjà un début de dépendance affective. Il vaut mieux être seul que sous emprise. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme disent. À force de dire personne toxique, ça va devenir un pléonasme. Et ça a des effets importants. Et une analyse que fait Christopher Lasch là-dessus dans La culture du narcissisme en 1979, c'est de dire que peut-être que le discours constructiviste dans le rapport homme-femme, qui consiste à dire que les hommes et les femmes sont interchangeables dans le fond et que c'est une pure construction sociale, a pour moteur la volonté de ne pas les rendre interdépendants. Parce qu'une fois qu'on a dit que l'homme et la femme étaient complémentaires, on est en train de dire aux hommes, vous aurez un jour besoin des femmes, on est en train de dire aux femmes, vous aurez un jour besoin des hommes. On est en train de dire à l'individu, un jour tu auras besoin de quelqu'un d'autre que toi, et ça c'est insupportable. Et donc on préfère dire, non, dans le fond, l'un peut faire l'autre sur tous les plans,
et il n'y a pas de différence intrinsèque. Et je pense que le constructivisme, qui d'ailleurs rejoint les jeux vidéo, on se customise comme un personnage de jeu vidéo, on change de genre, comme de couleur de cheveux, comme d'habit. On peut devenir n'importe qui, on est le self-made man. D'ailleurs, c'est amusant de voir que c'est dans le pays du self-made man qu'on n'a pas su arrêter pendant longtemps la longue vague de self-made woman avec le transgenrisme. Tout ça est lié et mène à cette volonté de ne pas différencier les sexes, parce que moi je n'ai besoin de personne. Et je pense que ça c'est une part importante de la génération à analyser. Oui, mais il y a peut-être, vous parliez du christianisme, c'est intéressant. Est-ce que justement dans l'islam ou dans une certaine forme de virilité promue par l'islam, c'est pas l'inverse justement, c'est-à-dire dans ces jeunes issus de l'immigration, eux assument une forme de virilité exacerbée, voire même caricaturale, et là pour le coup il n'y a pas d'homme déconstruit dans cette jeune génération. Alors moi je me méfie de virilité exacerbée, si vous voulez, parce que être apathique, être un hors-la-loi, je parle évidemment du caïd de banlieue, là, je parle pas de... Oui, le voyou. Mais je veux dire, ça me semble pas être de la virilité exacerbée. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une surenchère dans la virilité. C'est un rapport à la virilité, assez déplorable, mais ça c'est autre chose. Oui, en tout cas, il y a effectivement, mais je pense, là encore, dans ces meutes-là, dans ce caïda-là, c'est des meutes où il n'y a pas de père, en fait. C'est des sortes de fight club. Oui, c'est de la virilité sans paternité. Oui. Sans engendrement. Mais ça change tout. Oui, ça change tout. Ça change absolument tout. Encore une fois, un père, c'est pas toujours génial. Hein. Je veux dire, on en a tous un. Je veux dire, on est là pour le dire. Mais je veux dire, mais un père, évidemment que ça vient positionner un rapport générationnel qui structure différemment. D'ailleurs, de ce point de vue-là, Trump, quand il m'arrive de lire la presse américaine, il y a beaucoup Dad is back. Oui. Dad's home. C'est comme ça, je veux dire, alors ça peut être un père obscène, ça peut être un père génial, ça c'est encore un autre sujet, mais je veux dire, c'est du paternel. C'est ça, je veux dire, Trump c'est du paternel, d'ailleurs. Je crois que lui plus Musk c'est 20 enfants. Ouais. Macron, Scholz, c'est... Non, je crois pas tant. Musk en a 12. Et lui, il en a 7, quoi. Et lui, il en a... non, il en a 4. Il en a 5. Il y a eu plusieurs mariages. Bon, en tout cas, ça en fait pas mal. Et vous disiez, oui, Macron, Scholz et je sais pas qui il faudrait prendre. Et Merkel, c'est 0. Et Harris. Et Harris, c'est 0. Ouais. Donc c'est des figures, c'est des figures qui ne sont pas les mêmes figures dynastiques. Ouais. Et donc ça n'active pas les mêmes ressorts. Enfin, je veux dire, et me semble-t-il qu'aux États-Unis, c'est ça qui se joue. Alors on verra ce que ça donne, mais ce qui se joue, c'est un retour d'une figure paternelle. Alors, encore une fois, après il faut la qualifier, mais... Madeleine ? Oui, je voudrais rebondir à la question de la complémentarité des sexes, qui aurait peut-être cette indifférenciation, qui aurait peut-être mené à un retour de bâton où on aurait eu envie de venir réexhumer des vieilles différences pour, d'abord pour venir expliciter des instincts en se disant « je ne suis pas étrange, ça a toujours existé », etc. Ces espèces de fausses nouvelles vérités. En m'attardant sur le fait que la complémentarité des sexes poussée à l'extrême, ça donne aussi le caïda de banlieue, je ne sais pas comment vous dites, les jeunes hommes dont vous parlez, qu'on a peut-être tous en tête, ceux qui traînent, qui attendent quelque chose, qui attendent une seconde maman finalement, et qui, pensant être virils, en fait ne deviennent jamais des hommes et restent des adolescents. En fait, ils épousent complètement l'idéologie de la complémentarité des sexes. Ça ne les concerne pas de faire la cuisine, ça ne les concerne pas de s'occuper des enfants, et ils attendent par là qu'une jeune femme en fait se présente dans leur vie, et à ce moment-là, elle pourra justement rentrer dans cette sphère domestique qui ne les intéresse pas. Et c'est là que la figure de Jordan Peterson est intéressante. Donc c'est un psychologue canadien qui s'est fait connaître en gros au moment où il a exprimé son refus des lois sur le transgenrisme, où il est venu expliquer dans des conférences qui ont été très très visionnées, parce qu'il a un énorme charisme et il est capable de parler à des jeunes hommes justement comme un père, en venant leur dire il vous a manqué en fait un petit aiguillage. Alors c'est un homme qu'on peut trouver désagréable pour avoir visionné pas mal de ses vidéos, il est souvent très fermé, il peut être un petit peu sur la défensive parce qu'à force il a eu à répondre à beaucoup de questions et il aime plus toujours qu'on lui en pose. Donc c'est un homme qui peut vous dire de façon très assertive, si aujourd'hui les femmes se mettent du rouge à lèvres,
c'est parce qu'en fait, elle cherche à séduire au bureau. Dit tel quel, quand ça tombe, c'est désagréable. Oui. Mais quand il vient expliquer en fait les ressorts biologiques, évidemment, c'est tout à fait défendable. La parade amoureuse. Exactement, la parade amoureuse. Et sa réplique favorite, c'est si ce n'est pas le cas, dites-moi si elles se maquillent quand elles sont en télétravail. Voilà. Et en fait, lui donc, donne des conférences dans lesquelles il y a énormément d'adolescents. Il y a très peu de jeunes femmes. Et il y a beaucoup d'adolescents emmenés, d'après les journalistes qui y ont assisté, par leur mère. Et Peterson dit, donc c'est pour moi un rebondissement à ce que vous disiez, un rebond à ce que vous disiez sur la complémentarité des sexes. Peterson dit « J'essaye de construire des jeunes hommes qui ne seront pas un fardeau pour les femmes qu'ils épouseront. » qui seront en fait capables de les soutenir au moment où elles attendront un enfant, capables de les soutenir au moment où elles ne pourront pas exécuter certaines tâches, où elles ne voudront pas exécuter certaines tâches. Donc c'est une forme de complémentarité dans le lien, dans la relation. Je fais connaissance avec l'autre, je rentre dans son intimité suffisamment pour que plus rien ne me paraisse être une tâche qui lui est réservée parce que on casse la rigidité sans casser la complémentarité. Oui, Pierre-Valentin, est-ce que justement il ne faut pas distinguer entre un Andrew Tate d'un côté qui est une espèce de caricature viriliste et un Jordan Peterson qui essaie de répondre à un vrai problème, qui est une crise de la virilité, une crise des codes de la masculinité et qui répond à une attente de la part des jeunes hommes occidentaux? Je pense que justement c'est un des dangers du terme masculiniste qui est de venir flouter cette distinction. Et sur le phénomène Peterson, il y avait quelque chose de très intéressant qui était que justement au début de son existence médiatique, qui a commencé il y a à peu près 10 ans, une question lui était systématiquement posée par les journalistes, qui était de dire vous avez un public, ce qui était d'ailleurs un peu exagéré, mais globalement vrai, vous avez un public de jeunes hommes, pourquoi? Expliquez-vous. C'était systématiquement sur le ton de l'accusation. Et un jour, il a pris conscience que c'était une question un peu étonnante, parce qu'on ne va jamais dire à quelqu'un, vous avez un public de retraités, c'est pas bien, c'est pas gentil, expliquez-vous. Alors que systématiquement, la catégorie des jeunes hommes était traitée à part, était déjà en soi suspecte. Pourquoi la distinction entre Tate et Peterson est intéressante, c'est que si les deux s'adressent peu ou prou au même public sociologique, ils ne portent pas le même message. Tate vient consacrer la définition du ressentiment donnée par Nietzsche, qui est quelqu'un quelque part doit être responsable de mon mal-être, en l'occurrence, quand c'est pas les juifs chez lui, c'est les jeunes femmes. Chez Peterson, il dit précisément l'inverse. Il dit si toutes les femmes du monde nous ont rejetés, il y a un point commun. Ce point commun, c'est vous. Remettez-vous en question, faites votre lit, etc. Et il dit que dans certains cas, il voit des jeunes hommes venir le voir à la fin d'une conférence ou dans les commentaires YouTube, etc., en lui disant de toute ma vie, je n'avais jamais reçu un seul message d'encouragement en me disant que si je m'accomplissais, si je devenais moi-même, si je parvenais à faire fructifier mes vertus et mes talents, eh bien, systématiquement, c'était pour grossir les rangs du patriarcat, c'était pour opprimer. Si je réussissais quoi que ce soit, c'était pas grâce à moi, c'était grâce au réseau de mon père, etc. Et là, j'avais pour la première fois de ma vie une figure paternelle dont je n'ai pas forcément eu, qui est venue me voir et qui m'a dit tu peux y arriver. Et dans certains cas, ça laissait fondre en larmes d'avoir simplement entendre un message de responsabilisation. Parce que là, je pense qu'on touche à un point clé des contradictions de ma génération, plus particulièrement chez les jeunes hommes, c'est à la fois de subir et de comprendre en creux qu'il y a une question de crise du sens. Il y a la question des suicides, des dépressions, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je me sens inutile, etc. Et en même temps, une fuite devant les responsabilités, sans jamais effectuer le lien entre les deux, et que c'est précisément la responsabilisation individuelle qui permet de sortir de la crise du sens, parce qu'on sait qu'on sert à quelque chose. Si moi je suis capitaine de mon équipe de football le samedi matin, je vais peut-être pas me jeter dans un pont, parce que je sais qu'il y a au moins un endroit où on a besoin de moi, ce qui n'est pas rien. Et pour terminer sur ça, le moment où il émerge, c'est dans un contexte où on ne parle Peterson, pas le club de foot, c'est vraiment où on ne parle que le langage des droits et des plaisirs, et lui vient porter celui radicalement contre-culturel des devoirs et des sacrifices. Et son succès tient à ça, et ensuite il a donné plein d'autres choses, notamment il s'est mis à faire une série sur la Bible, où il commence par le premier livre de la Genèse. Il ne saute pas les livres moins YouTube sexy, si je puis dire, pas très facile à amener, et il fait 2h30 dessus, avec un public majoritairement composé d'athées et de jeunes athées dans la salle qui viennent l'écouter, parce qu'il fait une analyse, disons, pas développement personnel, ce serait péjoratif, mais qu'est-ce que la Bible peut vous apporter dans la lecture du quotidien et dans ce qu'il faut faire. Le sacrifice de la part de Peterson, c'est malin, dans le sens que ce sont des sacrifices, en fait, on va dire, scientifiquement mesurés.
En fait, ce sont des toutes petites règles. Il y a notamment un livre qu'il a écrit et qui s'est très 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 bien vendu, qui s'appelle 12 règles pour sortir du chaos, que vous pourrez trouver en fait de façon assez surprenante chez des tas de gens qui ne sont pas du tout au courant de qui est Peterson. Et ce livre donne des petites consignes qui sont autant de lois pour redresser votre vie chaque jour. Et pourquoi je dis que c'est scientifiquement habile ? Parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, un effort s'accomplit si jamais il est adapté, progressif et qui s'adapte à votre personnalité, à vos objectifs. Voilà, donc la première règle, par exemple, c'est de marcher avec les épaules en arrière dans la rue pour en fait retrouver une forme de prestance. Ça paraît complètement idiot, mais c'est assez bien explicité. Voilà, et puis c'est amusant, agréable à lire, le style est fluide. Et voilà, donc c'est aussi le succès de Peterson d'avoir proposé en fait une règle de vie humaine. Ruben Rabinovic, je voulais réagir sur... Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez tous les deux, mais parce que précisément, dans cette orbe un peu flou qu'est le masculinisme, de ce point de vue-là, Tate et Peterson sont deux figures absolument distinctes. Oui. Vous avez une figure de grand frère et vous avez une figure de père. Je veux dire, c'est très clair. Peterson, c'est son grand truc, c'est clean your room. Hein, c'est vraiment la première phrase de papa, quoi. Et Peterson, c'est un homme qui ne cesse de dire à quel point sa femme est plus intelligente que lui. Un homme qui adresse la parole à sa femme est un raté. Andrew Tate. Et ça, c'est Tate. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est des distinctions très à trait qui sont tout à fait passionnantes. Il est incitable en plateau. Et que Peterson, il y a des vidéos où il pleure très émouvantes, au demeurant, en racontant la maladie qui a été celle de sa femme. Enfin, je veux dire, c'est un bon père et un bon mari. Et il se pose en père chrétien. Très clairement. Tate, c'est évidemment une toute autre, c'est toute autre chose. Tate n'a jamais tort déjà. Tate n'a jamais tort. Je crois qu'il a dit trouver une femme belle, c'est être homosexuel. Il a dit des tas de choses. Vous trouverez son recueil à l'entrée. Ce qui est intéressant dans la figure de Peterson, c'est que vous dites père et vous dites père chrétien. Et c'est là où je trouve qu'il réhabilite une figure qui a été certes mise à mal par le féminisme, on pourrait dire qu'il y a eu des coups de boutoir de la part d'un agent extérieur, mais il y a eu aussi un effondrement en fait intrinsèque d'une figure qui tenait plus la route pour certains jeunes hommes, qui ont trouvé qu'il n'y avait plus en fait cette espèce de composition qu'ils attendaient, à savoir une sensibilité et une autorité, en fait une figure humaine complète. Et Peterson dit certes, range ta chambre, mais il dit aussi je crois en toi. Mais bien ce que tu fais est intéressant, ce que tu fais est intelligent. Et la faillite des pères n'aurait peut-être pas existé si justement il y avait eu cette part de tendresse chez tous les pères que les enfants disent rechercher. Moi, je suis journaliste parentalité et je l'entends beaucoup. Les hommes de 50 ans qui me disent mon père était quelqu'un de droit et au moins j'avais ça. Ce que j'aurais aimé, un câlin de temps en temps. Ça paraît idiot, mais c'est un peu aussi ce qu'on cherche. Je pense que ça vaut le coup de citer la définition de la virilité, en plein dedans, qu'avait donné Peterson une fois, qui était c'est l'homme qui a une épée, mais qui fait tout pour ne pas avoir à s'en servir. Et je trouvais que c'était une belle métaphore, qui est de dire, d'un côté, il a une formule comme ça en disant si vous pensez que les hommes forts sont dangereux, attendez de voir les hommes faibles. Il a une épée, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à le rendre complètement inoffensif. Il est très jungien, donc il parle d'intégrer sa part d'ombre. Il y a une part quand même dangereuse, mais en tout cas qu'on intègre. Sinon, c'est elle qui nous domine. Mais là, je parle sous le contrôle de Ruben Rabinovic. Et néanmoins, il fait tout pour ne pas avoir à l'utiliser derrière. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, imaginons qu'on fasse le même plateau dans les années 90, début 2000, on aurait pu se dire, le choix est entre éradiquer la virilité de l'espace public ou en avoir encore un peu de façon relativement apaisée. Ce qu'on a fait, c'est que on a vu dans typiquement Un gars, une fille, la série de Jean Dujardin et Alexandra Lamy, dans version américaine, Friends, des séries progressivement qualifiées d'odieusement misogynes, quand bien même les deux sexes en prennent très équitablement pour leur grade. Et qu'est-ce qui a fini par arriver ? C'est pas que la virilité a complètement disparu, elle a quitté en partie, je dirais, l'espace public central pour aller se réfugier dans les marges, parée d'une aura transgressive, où on a parlé du rap, on a parlé du caïda de banlieue, on a parlé d'Andrew Tate, où là, elle n'a pas disparu, elle s'est radicalisée, et là, on a des jeunes hommes qui veulent avoir une épée et qui veulent s'en servir systématiquement. Et le choix était mal posé, en fait, je pense qu'il y a quelques décennies. Implicitement, on s'est dit soit on se débarrasse entièrement de la virilité,
soit on la tolère par petites touches, et finalement elle est en train de revenir par les marges de façon très inquiétante, et je pense que là-dessus, Peterson a été un anti-Tate, et sans lui, on aurait eu sans doute bien pire. D'où l'importance du film Fight Club, d'ailleurs, qui raconte exactement ça. C'est-à-dire, c'est des hommes qui se retrouvent pour se battre parce qu'ils sont écrasés dans la société. Il y a la dévirilisation dans la société crée des phénomènes de radicalisation. Et comme cette différence de sexe n'est pas dans la culture, elle ressurgit de façon caricaturale, notamment dans la pornographie, sur YouTube, etc., dans le rap. Il y a juste une phrase de Peterson sur ça. Il y a 10 ans, il disait « Si vous poussez trop les hommes à se féminiser, ils deviendront de plus en plus fascinés par une idéologie fasciste. Et à l'époque, ça paraissait complètement hors sol. Et en fait, c'est une analyse que fait le psychanalyste Charles Mellman également, en disant je vois venir ça, il disait ça en 2002, un retour des nationalismes religieux, peut-être sous forme sectaire, on ne sait pas très bien quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas quelque chose où il y a un père, un vrai, il dit qu'il ne se laissera pas compter, intouchable. Et je pense qu'on se dirige vers ça par contre-coup d'un féminisme misandre qui a fait de l'homme en tant que tel une proie. Comment on fait pour répondre à cette crise de la virilité? Comment on fait pour restaurer ce lien dont vous décriviez, cette absence de lien en fait entre l'homme et la femme, cette relation abîmée entre l'homme et la femme? Je vous demande pas un kit de solution, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir de restaurer ce différence des sexes et ce lien entre l'homme et la femme aujourd'hui? Alors, on n'en décide évidemment pas ni dans les ministères ni sur les plateaux de télé, ce genre. C'est qu'on peut décréter le réarmement démographique. Je ne sais pas si on peut décréter là. C'est ça qui est évidemment c'est compliqué, mais en tout cas les dés roulent en ce moment. Je veux dire, les dés sont en train de rouler. Je veux dire, on voit bien qu'avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, l'idée que le wokisme avait gagné et allait être la nouvelle République éternelle n'était pas jouée. L'arrivée de Trump et cette réaction-là n'est pas garantie non plus. Je veux dire, les dés roulent. On est dans un moment... on est entre deux ères. On est dans une époque. Voilà. Et les époques... elles sont indécidées et indécidables. Et alors ça, je m'ôterais le ridicule de vous prédire ce qui va suivre. C'est pas... Mais en tout cas, ça roule beaucoup. En tout cas, aux États-Unis, ça roule beaucoup. Ici, je sais pas, mais... Pardon. Madeleine Métayer, vous avez écrit un article dans le Figaro après le procès de Mazan sur la manière dont les hommes s'interrogeaient sur leur virilité, parce qu'effectivement on a beaucoup mis en avant pendant le procès des viols de Mazan la masculinité toxique, on a intimé aux hommes de se déconstruire, on a fait de Dominique Pellicot quelque part la figure par excellence du patriarcat, et vous avez interrogé des hommes qui se sentaient mal à l'aise parfois et qui s'interrogeaient sur leur propre virilité. Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle virilité est en train de se reconstruire, ou au contraire, est-ce qu'on est dans un champ de ruines, un malaise qui ne trouve pas de définition ou de nouveaux codes? Alors, par principe, je suis optimiste. Et je le suis aussi en regardant autour. Lorsqu'on avait, avec ma collègue Margot Dademar, qui a suivi le procès de Mazan jour après jour, donc le procès de Mazan 4 mois, Gisèle Pellicot face à son ancien mari et à 50 autres accusés. Voilà, donc quand on avait interrogé des jeunes hommes, des jeunes femmes, et puis aussi des hommes plus âgés sur ce qu'ils ressentaient, ce qui nous avait d'abord frappé, c'était effectivement une culpabilité, une interrogation, je dirais. Ils étaient mal à l'aise, effectivement, et ils n'en parlaient pas entre eux. C'est ce qui m'a intriguée beaucoup. Peut-être que les hommes manquent aussi de ces espèces de cercles amicaux durant lesquels, comme nous, les femmes, on peut en fait se raconter la façon dont on vit, les expériences qu'on traverse. Peut-être que les hommes manquent de ces amitiés-là. Et donc, il y avait cette culpabilité, mais par la suite, l'interrogation ne laissait pas la place à une flagellation. C'était pas ça, c'était plus la naissance d'une empathie, je dirais. La naissance d'une empathie, et
c'est-à-dire que ça les travaillait pas non plus sur le long cours. Au bout de quelques temps, ils étaient capables de passer à autre chose et donc ils rejoignaient pas du tout l'idée qui pouvait être présentée effectivement par des penseuses féministes sur des plateaux de télévision. Ils se disaient pas je suis toxique, ils se disaient tiens à quel point est-ce que je peux m'améliorer, en tout cas dans ma relation avec ma femme ou avec mes sœurs, ou voilà, ça restait quand même assez intime. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'empathie est présentée aujourd'hui comme peut-être la solution, la source féconde d'une régénération du lien. Une chercheuse à Stanford qui s'appelle Alice Evans a travaillé donc sur elle est venue le prouver, elle n'a pas été la seule, mais elle a été une de celles qui ont prouvé qu'il y avait un fossé politique qui se creusait dans la génération Z, vous me coupez si je me trompe, voilà, qui montrait que les jeunes hommes votaient de plus en plus à droite et que les jeunes femmes votaient de plus en plus à gauche, et ça dans l'essentiel des pays libéraux sur le plan des mœurs et puis économiquement. Et donc elle cite quelques petites pistes en fait, parce qu'on est tous un peu idiots devant ce problème. Et l'une des pistes était l'empathie. Et l'empathie se développe à travers quoi? Elle disait l'amitié homme-femme. Voilà. Les conversations intersexes. Dirait que l'amitié homme-femme n'existe pas, comme Thaïs Descuffon. Mais Pierre Valentin, est-ce que c'est intéressant cette espèce de clivage homme-femme politique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que de plus en plus les hommes et les femmes s'éloignent en réalité, alors que je crois que c'est Musset qui disait les deux sexes finiront séparés, enfin de façon hermétique, et chacun ira de son côté. Est-ce que c'est ça qui guette peut-être la relation homme-femme? C'est peut-être une séparation, la tentation du séparatisme en fait. Les femmes vont rester entre femmes et les hommes entre hommes, parce que justement on a peur de l'autre et on veut plus se confronter à l'altérité. Je pense que c'est très juste. Encore dans la culture du narcissisme, là je parlais du séparatisme sexuel qui paraissait beaucoup plus marginal à l'époque, en disant que c'était une réaction, une volonté de fuir les sentiments forts. On est bunkerisé, on risque pas de se mettre en danger émotionnellement. Quand j'avais reçu Ruben Rabinovitch en transmission, il avait cité Illouz encore une fois sur le capitalisme, c'est le couple libre, c'est l'idéologie capitaliste dans la chambre à coucher, où il y a cette même idée d'un, les Américains disent non-binding commitments, ce qui est quasiment une antinomie, qui est un engagement non contraignant, couple libre. Et c'est drôle de penser à couple libre d'ailleurs, parce que déjà l'adjectif libre est évidemment un compliment dans notre société actuelle, et que veut-il dire actuellement? C'est un couple qui ne s'engage pas, qui ne s'impose rien l'un à l'autre, parce que pareil, imposer est l'un des termes les plus péjoratifs qui soit, pas seulement dans le domaine de l'économie. Et ça me paraît très fort. Et moi, on a parlé d'optimisme, peut-être une petite touche de pessimisme, qui est que qu'est-ce qui modère la radicalité, qu'elle soit politique ou qu'elle soit sexuelle, et on voit que les deux sont liés aujourd'hui, c'est de côtoyer le camp d'en face. Et on voit quelqu'un d'à peu près sensé, que ce soit en politique ou dans le domaine de la guerre des sexes, et ça vient nous tempérer en disant bon, ils sont pas tous mauvais, peut-être que je pourrais me remettre en question moi aussi, etc. Et peut-être pour finir, donc ces choses-là vont se radicaliser, mais sur une touche plus optimiste, il y avait une très belle phrase de Henry Kissinger que je dois à Pierre-Henri Tavoyot, qui était il n'y aura pas de guerre des sexes, il y a trop de fraternisation avec l'ennemi. On peut le souhaiter. C'est une bonne conclusion. Merci à tous les trois pour cette discussion passionnante. Merci à tous d'avoir suivi le Club Le Figaro ID. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et en podcast et à partager autour de vous. La semaine prochaine, mes invités seront Chantal Delsol et Jean-Pierre Le Goff. Pardon, très bonne soirée à tous.